Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur ce webinaire décryptage consacré aux dynamiques de l'emploi. Je suis Cindy Aymon, responsable des études au CNER. Pour cette présentation, je serai accompagnée de Nicolas Portier, qui est enseignant à Sciences Po, consultant indépendant. Et il faut savoir qu'il a été délégué général pendant 18 ans chez Intercommunalité de France. Si vous avez des questions, posez-les sur le chat, donc en cliquant sur le petit module conversation, et on y répondra à la fin de la séance. Sans plus attendre, Nicolas, je vous laisse la parole. Je vais partager le document. Merci Cindy. Oui, rapidement, je travaille actuellement sur le... Bon, bonjour à toutes et tous d'abord. Je travaille sur ces questions un peu de transformation de l'économie française, que j'ai vu un peu au cours de ma carrière en tant que responsable de ce qu'était la DCF et devenu Intercommunauté de France. Mais auparavant, j'étais même dans l'aménagement du territoire, la DATAR, et on s'occupait quand même pas mal de ces questions de développement économique local en lien avec les agences ou les commissariats à la réindustrialisation de l'époque. Bon. Et je voudrais vous faire part un peu des transformations que j'ai vues intervenir depuis quelques années. On a l'histoire longue et voir si on n'est pas à la fin d'un cycle et en espérant, comment je dirais, enclencher un certain nombre de bifurcations parce que ce que j'ai trouvé dans ces dynamiques m'inquiète un petit peu. Alors on va avancer. Donc là, j'ai travaillé pour un projet d'essai sur la transformation de l'économie française depuis un peu le début des années 2000 avec une pôle position de la France dans l'hyperconcentration de sa croissance économique, que l'on voit sur le graphique de gauche, une étude issue de l'OCDE qui montre tout en haut la France, qui a 82% de sa croissance, s'est polarisée sur presque deux décennies dans ces aires urbaines de plus de 500 000 habitants. La moyenne de l'OCDE, c'est plutôt la moitié, c'est à peu près 53-54%. Donc on est très, très, très au-dessus de la moyenne de l'OCDE et même des pays qui nous suivent de près, des pays qui ont une grosse capitale comme l'Irlande ou le Danemark. Donc on a quand même un vrai sujet d'hyperpolarisation de notre croissance économique. Là, je parle en termes de valeur ajoutée. Si on prend la carte de droite qui a été proposée, réalisée par le professeur Brenotto de l'Université de Rouen, vous avez en taille des ronds, c'est des fromages c'est, en valeur absolue, mais plus c'est foncé, plus ça a été en pourcentage, donc en flux, ça a été élevé. C'est-à-dire plus c'est foncé, plus la croissance a été forte. Et on voit en effet se dessiner sur cette carte. On va avoir la confirmation sur les créations d'emplois, ce qu'on appelle avec l'INSEE le U de la croissance, c'est-à-dire la façade atlantique, l'axe de la Garonne, façade méditerranéenne, l'axe rhodanien, qui captent les dynamiques, qui surperforment les dynamiques les plus fortes. Plus on va vers le jaune, plus évidemment les croissances ont été faibles. Et donc là, on est à une échelle départementale, mais on voit bien tant en valeur absolue qu'en dynamique cet effet de polarisation sur nos façades, sur ce U de la croissance. On va avancer. Le slide d'après. J'ai voulu faire un petit regard européen avec des données de la Commission européenne et d'Eurostat. Vous avez à gauche le PIB par habitant, GDP en anglais. La France se situe un peu dans une moyenne. Ce qu'on voit simplement sortir en vert, c'est l'Île-de-France. Donc, vous savez, l'Île-de-France, c'est 2% de la superficie nationale, mais c'est plus de 30% du PIB national. Donc, évidemment, il y a une hyperconcentration de ce que j'appelle la région état-major, une surreprésentation de cette région dans les PIB. C'est une des régions en PIB par habitant, une région qui a le PIB par habitant un des plus élevés d'Europe. Mais en revanche, les autres régions françaises sont vraiment dans une moyenne, voire une moyenne basse de l'Union européenne. Là, nous sommes en valeur absolue. Quand on regarde la carte de droite, c'est les dynamiques sur près de 20 ans. Et ce qui est saisissant, c'est de voir qu'il y a une grande partie du territoire national qui est grosso modo en stagnation, stagnation économique, notamment le grand bassin parisien, hein, les régions du quart nord-est, mais aussi les régions Centre-Val de Loire, Normandie. Là, c'est à l'échelle des départements, de NOTS 3, comme on dit, on n'en veut plus qu'en langage de la Commission européenne. Donc, il y a une échelle plus fine, mais on voit qu'il y a quand même une grande partie des composantes du territoire national qui sont quand même dans le zéro croissance depuis sur 2 décennies, avec bien sûr au milieu la crise de 2008, la désindustrialisation des années 2002-2003, des séquences très douloureuses et qu'on va retrouver sur d'autres dynamiques de création d'emplois. Si on passe à la carte d'après, j'ai voulu vous représenter les cartes des créations nettes d'emplois à l'échelle des intercommunalités dont je me suis beaucoup occupé sur 3 séquences
En haut à gauche, c'est la séquence 1999-2009, avant qu'on ait vraiment les effets de la récession, de la crise financière. Vous avez en marron, marron clair ou foncé, les territoires qui ont connu, donc les intercommunalités qui ont connu des créations nettes d'emplois sur cette période, et en violet, les intercommunalités qui, au contraire, ont eu des baisses de création d'emplois, enfin, des baisses d'emplois, des destructions d'emplois supérieures aux créations. Sur la période 99-2009, sur cette décennie-là, on a très peu d'intercommunalités qui ont connu des baisses de leur nombre d'emplois. La plupart ont été positives. Plus c'est foncé, plus c'est intense, et on retrouve déjà les effets littoraux dont j'ai parlé, où les créations étaient plus soutenues. Mais les autres intercommunalités, quand même, profitaient de cette création d'emplois de cette première décennie du siècle. Ça s'inverse à partir de 2008-2009. La petite carte à gauche en bas montre que tout devient violet. Tout passe au violet, à part les littoraux, quelques territoires du Grand Sud-Est, et puis un peu l'Île-de-France, mais il y a une dominante de 800 intercommunalités qui passent dans le négatif à peu près. Et ça se prolonge malheureusement très longtemps, puisqu'en 2014-2020, c'est la grande carte à droite. Vous voyez qu'il y a encore une majorité d'intercommunalités qui sont en violet, clair ou foncé. C'est à peu près 670 intercommunalités, voilà, un peu plus de la moyenne, de la moitié des intercommunalités françaises, qu'elles sont 1250. Donc on a un vrai problème de création d'emplois, un vrai malaise territorial, d'hyperconcentration des créations d'emplois dans les mêmes territoires, dans ce fameux U qui polarise. Alors, c'est moins l'hyper-création, c'est moins l'hyper-performance de ces territoires qui doit nous frapper que surtout la sous-performance des autres. C'est-à-dire que la croissance des uns ne se fait pas forcément au détriment des autres, mais on a un vrai problème de modèle de développement dans une grande partie du territoire national. On va avancer. Ça se traduit aussi par des mouvements de population qui quand même continuent de suivre l'emploi. Alors en même temps, on est dans une économie, on va le voir, qui est de plus en plus présentielle. Les créations d'emplois se font en lien assez étroit avec le pouvoir de consommation, avec l'endroit où vivent les gens, à l'année ou lors des périodes touristiques. Donc il y a une sorte d'effet d'entraînement aussi, des effets résidentiels. Mais en tout cas, toujours est-il que on trouve cette carte-là que j'ai fabriquée à partir du site de la NCT qui m'a beaucoup frappé. Quand on regarde les soldes migratoires entre territoires, entre les territoires qui sont plutôt quittés par les populations et les territoires qui sont plutôt des territoires d'accueil, ben on a une France coupée en deux et on retrouve cette espèce de ligne de force de diagonale Saint-Malo-Genève avec un effet paradoxal, c'est que au 19e siècle, quand cette notion de de diagonale Saint-Malo-Genève a été inventée, les dynamiques françaises étaient vraiment situées au nord ou à l'est de cette ligne. Et maintenant, on voit bien une inversion, c'est-à-dire qu'il y a en effet les grandes régions septentrionales sont un petit peu voilà, des territoires de départ et les populations à la retraite ou même dans la vie active se concentrent sur les littoraux et dans les grands midis. Donc on retrouve des espaces littoraux sous de très fortes pressions, multi-usages, productifs, résidentiels, touristiques, avec, comme on va le voir, des prix de l'immobilier, on va avancer, qui posent des problèmes à long terme. Alors là, c'est les tendances démographiques les plus récentes. Donc simplement sur la période 2015-2021, vous avez en rouge les territoires qui ont un taux d'évolution. Donc là, on est dans l'évolution globale du solde, taux d'évolution annuel, donc aussi bien sol migratoire que sol naturel. Et on voit cette hyperpolarisation des zones très attractives, des espaces très attractifs, des littoraux, des bordures littorales, et toute une partie de la France qui est soit en stagnation, en rose clair, soit en bleu, qui est en déprise démographique. Donc on a au dernier recensement un tiers du territoire national qui commence à perdre de la population. On va avancer. Ça a une traduction qui me préoccupe beaucoup, c'est l'hypertension, je dirais, de ce modèle sur les loyers, sur les prix de immobilier, ce qui fait que ces territoires très attractifs d'un point de vue économique, et vous devez bien le savoir, qu'on retrouve aussi bien sur nos littoraux, qu'on retrouve en Corse, dans certains départements d'outre-mer, va se traduire en effet par un accès au logement de plus en plus compliqué. C'est une préoccupation maintenant pour les acteurs économiques qui n'arrivent pas en effet à loger leurs salariés, des cadres. Donc un certain nombre de territoires en effet voient s'organiser une sorte de verrouillage foncier immobilier qui va devenir très préoccupant et qui va devenir un facteur bloquant du dynamisme économique de ces régions. Et on le voit sur la façade, bien sûr, atlantique, dans des villes comme Bordeaux, comme Bayonne, comme La Rochelle, comme bien d'autres, en Bretagne, etc. Mais on le retrouve aussi sur la façade méditerranéenne.
et dans des espaces comme Haute-Savoie, Savoie, près du lac de Genève. On le retrouve bien sûr en Île-de-France. Donc on a un effet, si vous voulez, d'augmentation des prix. Sur 20 ans, on voit par exemple une moyenne des prix qui a augmenté à près de 135% en France, mais ça va jusqu'à plus 357% dans des villes comme Bordeaux. Donc les territoires les plus attractifs connaissent en effet des gros problèmes de logement, de pénurie de logement, de mal logement. Ça pèse évidemment sur les pouvoirs d'achat des ménages accédants. Les jeunes sont en situation très difficile, y compris les publics étudiants. Donc on a un vrai problème je dirais, de mismatch entre l'emploi, le logement et je dirais aussi les mobilités, parce que beaucoup de ménages dans son territoire sont obligés d'habiter de plus en plus loin pour trouver des logements d'une part, mais aussi des logements adaptés à leur pouvoir d'achat et à leurs revenus salariaux. On va avancer pour essayer de comprendre ce qui s'est passé dans ce modèle économique français. Ça, je voulais vous montrer ces cartes-là, qui sont faites à partir aussi des données de la l'ANCT sur l'Observatoire des territoires. C'est à l'échelle des zones d'emploi. Donc là, je dirais, entre le département et les intercommunalités, mais enfin, c'est à cette échelle-là qu'il y a cette production de données. C'est en 2000, les équilibres entre les emplois liés à la sphère présentielle et ceux liés à la sphère productive. On soit tous bien d'accord, la sphère présentielle, c'est des activités, grosso modo, qui sont liées avec la consommation locale des ménages, ce que j'appelle des emplois localo-centrés, où il n'y a pas vraiment d'exposition à la concurrence internationale, etc. Donc, ce sont des emplois qui sont dynamisés par la consommation courante du territoire à l'échelle d'un bassin d'emploi ou d'une agglomération, d'un bassin de vie. Donc, ce sont des activités relativement peu exposées. Ce qu'on regarde sur la carte de gauche, c'est qu'on est en 2000 encore avec de nombreux territoires, près de 200, qui ont plus de 40% de leurs emplois dans les activités productives. Donc exposés à la compétition internationale, de la fabrication de biens, d'alimentaires, de biens de toute nature, des choses exportables en quelque sorte. Et puis les services, les activités connexes qui sont associées à ces filières, à ces chaînes de valeur. Quand on se déplace vers 2020, donc 20 ans plus tard, des territoires qui ont plus de 40%, donc en marron clair, les deux catégories les plus foncées, qui sont dans cette situation à plus de 40% de l'emploi dans la sphère productive, ne sont plus qu'une quarantaine. Donc on a une réduction très très forte de l'emploi productif au sens large. Ce n'est pas que l'emploi industriel, hein, c'est plus large. C'est quand même toutes les activités connexes, ça peut être la logistique, ça peut être les services aux entreprises, bien sûr l'agroalimentaire. On voit bien, si vous voulez, ça résiste un peu dans le Grand Ouest, mais il y a des pertes d'emplois productifs un peu partout dans des proportions extrêmement préoccupantes. Alors malheureusement, je n'ai pas toutes les données outre-mer parce qu'on a un appareil statistique qui est défaillant sur l'outre-mer. Mais évidemment, en outre-mer, on voit aussi que la partie productive est assez faible. On va avancer. Donc cette déformation du modèle productif français est quand même très frappant. Tous les pays occidentaux l'ont un peu connu avec la globalisation, c'est beaucoup approvisionné dans des pays low cost, à bas salaire, etc. Mais c'est allé bien sûr très 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 loin en France. Donc on a un essor très important des emplois de proximité, très lié aux choix de consommation locaux, à des choix résidentiels. C'est très lié au pouvoir d'achat des ménages, de leur propension à consommer assez peu exposé, c'est le paradoxe, on parle de globalisation, de mondialisation, mais en fait, la part de l'emploi non exposé à la compétition s'accroît dans tous les territoires. Donc, à la limite, ils sont moins exposés à la concurrence internationale qu'il y a 25 ans, parce que ceux qui étaient exposés ont eu tendance à partir. Les activités localo-centrées ont été assez soutenues par le soutien au pouvoir d'achat des ménages, à la consommation, les taux de TVA réduits, etc. Donc, on a quand même vraiment privilégié le modèle consumériste sur un modèle productif, ça me semble assez clair. Et alors, ce qu'on en connaît moins, au-delà de l'emploi, c'est la valorisation des patrimoines. C'est ce qui croît dans cette période le plus. C'est pas tellement les revenus, c'est pas le PIB, mais c'est la valeur des actifs, que ce soit les patrimoines immobiliers, pour les raisons qu'on a vues tout à l'heure, les valeurs des prix de vente des biens immobiliers, notamment sur les littoraux en Île-de-France, ont progressé de manière exorbitante, totalement déconnectée de la croissance économique. Mais c'est aussi les patrimoines des entreprises, des PME, des ETI, etc., qui ont été fortement valorisés, notamment quand il y a des cessions rachetées par des groupes. Donc les patrimoines professionnels, mais aussi les cabinets dentaires, les cabinets vétérinaires, etc., ont connu une valorisation extrêmement forte.
Et puis, c'est aussi la valorisation des terrains des collectivités, c'est aussi la valorisation des portefeuilles d'actions. Donc, les patrimoines progressent très, très fortement. Donc, c'est un peu un modèle de la rente, beaucoup plus que les flux de revenus. On va avancer. Ce que je voulais vous montrer ici, c'est les cartes qui m'avaient beaucoup frappé il y a quelques années de l'INSEE. C'était, si on prend les créations d'emplois par typologie d'entreprise, j'ai accordé au TPE une petite étude l'an dernier pour l'Institut Terram. Les TPE créent un peu de l'emploi partout en France sur la période 2000-2017 à peu près, hein. J'ai pas ces cartes sur une période plus récente, mais on voit quand même ce qui se passe sur une longue période. Les TPE créent un peu de l'emploi, souvent elles sont liées justement à l'économie servicielle, présentielle. Dès qu'on arrive sur la catégorie PME, on voit que ça devient bleu, c'est-à-dire qu'il y a plus de destruction d'emplois que de création d'emplois. C'est la petite carte en haut à droite. Quand on arrive aux ETI, il y a un bon équilibre avec aussi des destructions d'emplois en surnombre dans le nord-est, mais où c'est très très frappant, c'est la destruction d'emplois dans les grandes entreprises. Les grands groupes concentrent l'emploi très fortement parce qu'ils rachètent beaucoup de PME, d'ETI, fusionnent, les mouvements de LBO, de fusion-acquisition, mais à périmètre constant, ils ont tendance à détruire de l'emploi. Donc il y a à la fois de la fusion, de l'extension de la surface et des périmètres de ces groupes. C'est ce qui fait qu'on arrive à des mouvements d'oligopolisation de toute l'économie nationale, que ce soit dans le domaine bien sûr industriel, mais aussi dans les travaux publics, dans la santé, que ce soit dans le domaine de l'éducation supérieure privée, dans le domaine des services aux personnes, etc. On a vu se multiplier des groupes qui rationalisent beaucoup après des fusions, après des acquisitions. Donc, il y a des phénomènes un peu de destruction de l'emploi, même si, dans le même temps, on s'aperçoit qu'il y a des processus de concentration. Alors, c'est lié, bien sûr, à la financiarisation, qui ont tendance, et ça vous devez le voir dans vos métiers, à éloigner la décision. C'est-à-dire beaucoup de PME indépendants sont rachetés, des laboratoires médicaux, je vous parlais de cliniques, de médecins, etc. Beaucoup de choses s'adossent à des grands groupes ou alors des groupes avec des acteurs qui sont des indépendants mais franchisés pour avoir une force de frappe commerciale commune. Donc on a un phénomène de concentration organisationnelle et d'éloignement de la décision. Et alors au niveau productif, c'est le slide d'après, c'est très impressionnant de voir comment la France en 20 ans passe d'une situation d'excédent commercial à une situation de très fort déficit. Et encore là, mon tableau du dessous, là d'en bas, montre les déficits s'accroître. Il monte même en 2022 avec les problèmes d'énergie, où la France est obligée d'importer de l'électricité avec nos problèmes nucléaires. On est monté à 160 milliards de déficits commerciaux. On était excédentaire en 2002. Donc en 20 ans, on a un creusement continu de nos équilibres commerciaux, de ce qu'on produit et exporte par rapport à ce qu'on importe. Il faut savoir qu'on choisit quand même à ce moment-là un mode, ce que j'appelle de capitalisme offshore, où beaucoup de nos grands groupes investissent beaucoup moins en France, en CAPEX, parce qu'ils rachètent beaucoup à l'international. On a une économie très internationalisée, des grands groupes qui sont souvent des numéros un dans leur secteur respectif. Donc on a un très beau capitalisme, si vous voulez, sur le papier, mais qui fait surtout travailler l'international, puisqu'on a 7 millions de salariés sous commandement de groupes français dans le monde, c'est plus que les Allemands. Une économie qui est quand même un tiers supérieure à la nôtre. Donc les Allemands, c'est plutôt 5 millions. Donc on a un choix quand même de nos grands groupes pour l'internationalisation. Leurs investissements, c'est surtout des acquisitions à l'étranger. Les processus de délocalisation, c'est d'ailleurs parce qu'ils relocalisent leurs nouvelles lignes de production, leurs investissements beaucoup plus à l'international que dans le site France. Et on l'a beaucoup senti jusqu'à une période récente. Il y a 40 000 filiales de groupes français à l'étranger, ce qui est absolument considérable. Et souvent, les sous-traitants, on le voit même dans des métiers comme l'aéronautique, etc., sont invités par leurs donneurs d'ordre à les accompagner à l'international. C'est pour ça que notre base exportatrice s'étiole. Nos grands constructeurs automobiles relocalisent même leurs usines d'assemblage à Tanger ou en Turquie, etc. Donc on voit évidemment ce qui s'explique derrière, enfin on voit ce qui explique quand même le creusement de nos déficits commerciaux. Et dans ces importations françaises supérieures à nos exportations, c'est souvent nos propres groupes. Beaucoup d'intrants qui sont importés en France, parce que beaucoup d'importations sont liées à des intrants dans les chaînes de valeur, et ce n'est pas tellement pour le client final, mais davantage pour un client entreprise. Une partie considérable de ces intrants, c'est interne au groupe, c'est-à-dire que c'est des échanges intra-groupes. C'est donc des acheteurs français qui font venir des produits ou des pièces, des sous-ensembles de leur propre filiale à l'étranger. C'est absolument considérable dans les flux commerciaux. Alors on va avancer.
Les bifurcations pour finir, c'est d'essayer de se dire est-ce qu'il y a quand même un changement, une bifurcation. Alors tout le monde espérait pendant le Covid un monde d'après, un changement. Il y a des phénomènes qui nous font penser que, notamment la forte reprise de l'emploi des dernières années, alors sur fond de plans de relance très massifs, on a eu très peu de défaillances d'entreprises alors qu'on craignait le pire. On a eu plus d'1 million de créations nettes d'emplois. Ça a profité à pas mal de territoires. Ça, c'est la bonne nouvelle, même si sur la carte que je vous présente, on voit qu'il y a quand même une surperformance qui perdure dans ce fameux U des littoraux. Mais en tout cas, la période, la séquence récente a été quand même bénéfique à beaucoup plus de zones d'emploi. Il n'y en a que quelques-unes, 25, qui sont en négatif. Et donc ça, on n'avait pas vu ça depuis longtemps. Alors évidemment, on est déjà dans un moment de retournement. Il va falloir voir qui résiste et qui repart comme dans les temps, qui va repartir comme dans les tendances précédentes. Mais on a eu quand même des choses assez positives. Alors après, il y a les effets de l'apprentissage qui profitent beaucoup, comme vous le savez, à des diplômés, donc surtout à des jeunes qui vont aller travailler dans des grandes boîtes qui sont plutôt dans les métropoles, en Île-de-France. Mais il y a quand même des options aussi dans l'artisanat, les petites entreprises, pour essayer de recréer de l'emploi dans des territoires moins denses, villes moyennes ou autres, pour espérer avoir un effet durable sur l'emploi. En revanche, nous sommes dans une séquence de retournement. On va revenir les défaillances, on va revenir des fermetures de sites industriels, on voit les difficultés de beaucoup de secteurs, et on va regarder ça de très près, notamment avec l'Observatoire des impacts territoriaux de la crise que nous avons créé avec quelques soutiens pour essayer de mesurer en effet les impacts territoriaux du nouveau contexte économique dans lequel on est. Ce qui a été une positive, c'est de voir que ces dernières années, avant ce retournement 2024-25, on a même vu des créations nettes d'emplois dans des secteurs comme l'industrie, ce qu'on n'avait pas vu depuis des années. Donc on a eu 4 ou 5 années, on voyait rouvrir des usines davantage qu'ils n'en fermaient. Donc on avait quand même un début positif de reprise, de rééquilibrage territorial, et il va falloir voir ce qui se passe dans les prochains mois. Alors on va finir, j'avance, dernier slide. C'est évidemment de dire que dans les bifurcations possibles, l'avenir n'est pas écrit, mais c'est vrai qu'on voit très très bien que la France a été excessivement dans le présentiel, modèle consumériste, et elle essaye d'inverser la tendance. Nos territoires, les collectivités, l'État essayent. Alors ça, je suis très attaché au programme territoire d'industrie, parce que dans mes fonctions antérieures, j'ai eu un peu à le porter avec l'ADCF devenue Intercommunauté de France, c'est d'essayer de réimplanter de l'emploi productif. Et bien sûr, c'est pas au cœur des métropoles qu'on va en mettre le plus, c'est davantage dans des villes moyennes. Et il se trouve que beaucoup de villes moyennes, beaucoup de régions qui ont beaucoup souffert de la désindustrialisation, voient revenir des projets d'implantation de grande taille. Je pense à Dunkerque, je pense à Sarreguemines, je pense à Belfort, je pense à Épinal, où on voit des territoires qui ont beaucoup souffert et ben, accueillir aujourd'hui des projets parce qu'il y a de la main-d'œuvre disponible, parce qu'il y a des savoir-faire, parce qu'il y a des fonciers. Et donc, ça, c'est vraiment la bonne nouvelle. Et il y a vraiment un effort spécifique à faire sur le Grand Quart Nord-Est. Donc, les territoires d'industrie, il y en a un peu partout, mais il y a des potentiels, y compris dans les territoires qui se sentaient en totale déshérence il y a encore quelques années. Pour finir, donc on a les derniers slides, c'est de dire aussi, je fais le lien entre ces enjeux de réindustrialisation et les enjeux des transitions énergétiques et écologiques. Ces transitions, bien sûr, percutent certains modèles industriels, on le voit sur les moteurs thermiques, sur toute la filière automobile historique, mais en même temps, on voit aussi que c'est dans ces transitions que se créent des nouvelles activités économiques et industrielles. Alors, nous sommes en déficit commerciaux assez fort sur le photovoltaïque, sur l'éolien, sur les batteries, sur les véhicules. Mais justement, il faut refaire notre retard parce que c'est aussi dans ces domaines qu'on va se créer des nouvelles usines. 70% des nouvelles implantations industrielles, gigafactories ou autres, se situent dans les transitions, que ce soit dans les énergies renouvelables, que ce soit dans les écomatériaux, que ce soit dans l'économie circulaire, le recyclage. Et c'est là où on est en train de fabriquer les industries du 21e siècle. Et c'est là où la France a des avantages très, très puissants en termes de savoir-faire, d'ingénierie, de grands groupes, mais aussi de foncier, mais aussi de sources énergétiques bas carbone, pour notamment où on est en train de mettre en place les analyses en scope 3, les approvisionnements, etc. Tout cela peut jouer dans le sens d'un renforcement de la signature française, de son attractivité, de ses avantages comparatifs. Donc je pense que c'est quand même vraiment ces sujets de transition qui vont porter les revitalisations industrielles des territoires productifs au sens large. De l'industrie, c'est aussi de plus en plus, avec Pierre Vels, on parle d'hyper-industrie. On regarde aussi les ingénieries, les laboratoires. L'industrie commande beaucoup de prestations aux services très qualifiés. Donc, il faut regarder l'écosystème industriel de manière un peu large, en élargissant le regard. Et pour finir,
Je crois avoir. Oui, je voulais vous montrer simplement des illustrations, ce que je montre aussi à mes étudiants à Sciences Po, des projets de gigafactories. Il faut en travailler l'acceptabilité sociale. Certains d'entre vous doivent travailler à ça. L'approvisionnement énergétique, c'est pas simple sur Fos-sur-Mer. C'est très consommateur d'électricité. Il faut de la ligne à haute tension. Il faut trouver les fonciers, site clé en main. Il faut trouver l'eau. Donc évidemment, repartir dans cette histoire industrielle. Mais moi, à titre personnel, je n'ai pas vu ça depuis le projet Toyota à Valenciennes, de voir des grandes usines de cette taille, de plusieurs milliers d'emplois, se créer, être en projet. Et encore en France, on n'en a pas tant que ça quand on regarde, quand on se compare au niveau européen. Mais en tout cas, on voit revenir des problématiques d'industrialisation, d'implantation d'entreprises XXL qu'on n'avait pas vues depuis de nombreuses années. Et pour l'essentiel, c'est sur les chantiers des transitions que ça s'opère. Voilà, je crois avoir fini. Nous l'avons perdu. Il a des soucis de connexion, veuillez nous excuser, il revient. Voilà. Très bien. Est-ce que quelqu'un a une question, veut intervenir, profiter de l'expertise de Nicolas pour discuter avec lui sur un point ou un autre? C'est le moment de vous manifester. Non, je veux te remercier pour l'efficacité du propos. Vous êtes tout, pardon? Merci. Je disais, mais je suis dans les Ardennes, donc je suis dans le quart est qui a toutes les couleurs qui ne vont pas très bien. Sur la partie, non, juste une intervention comme ça sur la partie, parce que je m'occupe d'implantation d'entreprise et depuis 4 mois et je vois arriver des dossiers où effectivement le foncier peut nous aider parce qu'on en a encore à bon prix. Mais on est sur on est sur de l'éolien, enfin on est sur des projets finalement qui prennent beaucoup de foncier, beaucoup de ressources et pas beaucoup d'emplois quand même. Donc ça, c'est un sujet pour les élus. Effectivement, on doit accueillir ces projets, me semble-t-il, mais c'est vrai que les élus sont assez réticents parce qu'ils sont très gourmands en foncier, très gourmands en énergie et pas forcément intéressants au niveau de l'emploi. Voilà, c'est juste une remarque. C'est très juste. Oui, oui, c'est sûr qu'il y a certains projets de. Alors, ça dépend quelle est la partie industrielle de vos éoliennes. Si c'est simplement implanter des équipements, Ouais. c'est surtout du CAPEX. Alors après, si vous n'avez pas la maintenance, si vous n'avez pas l'installation, la production industrielle, ça, en effet, les nouvelles énergies, il va falloir veiller à ce que il y en ait, qu'il y ait quand même une sorte de justice territoriale entre ceux qui vont récupérer la valeur ajoutée et ceux qui vont avoir juste les inconvénients. Je suis Mais d'accord. j'ai pas travaillé avec Boris Ravignon. Vous êtes un territoire aussi où se recréent des choses intéressantes dans la filière automobile, en même temps très exposé. Je vois les difficultés des fondeurs dans les Ardennes à la mutation du secteur automobile. Oui, on est en plein Voilà, dedans. mais en même temps, je pense que c'est dans des départements comme ça où on peut quand même arriver à d'abord trouver des friches, voilà, à trouver de la main-d'œuvre, prêt à travailler dans l'industrie. Voilà, je pense qu'il peut y avoir une belle page qui s'ouvre dans les Ardennes. Merci. Y a-t-il d'autres personnes qui souhaitent intervenir? Alors, en attendant, je vous préviens qu'un article qui va résumer tous les propos que nous avons tenus sera diffusé sur notre site web la semaine prochaine. Vous serez informé via notre newsletter avec le replay de cet événement. S'il n'y a personne pour poser des questions, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une belle après-midi et à bientôt pour un nouveau webinaire décryptage.